Chère auditrice, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur La Voix Poétique aujourd'hui dans un épisode très spécial, un épisode bonus, et je vous avoue n'avoir rien préparé pour aujourd'hui. Nous sommes le samedi 25 juillet 2026 et nous avons franchi... Le podcast a franchi et quelque part nous avons tous franchi ensemble un seuil aujourd'hui dont je vais vous parler. J'avais absolument donc rien préparé, je n'avais pas de plan, je n'ai pas de notes aujourd'hui et je n'ai pas cette petite architecture que je construis en fait d'habitude pour vous. Qui me prend en règle générale 2 à 3 semaines avant de m'asseoir devant mon micro. Et en fait, ce matin, j'ai pris mon café, je me suis assis devant ma fenêtre et puis j'ai ouvert les stats du podcast et je me suis rendu compte d'une chose ce matin, c'est que nous avions franchi la barrière symbolique des 10 000 auditeurs. Très précisément, 10 003 auditeurs du podcast ce matin-là, un petit peu avant 8 heures, ce 25 juillet 2026. Alors, je ne vous cache pas que, du coup, je suis resté un long moment, en fait, devant l'écran. Assez longtemps, d'ailleurs, pour que mon café, au final, refroidisse quelque peu. Et puis j'ai fait, au fond, ce que je fais toujours quand quelque chose me dépasse quelque peu. J'ai allumé le micro, sans savoir ce que j'allais réellement dire. J'avais uniquement ce chiffre-là de 10 003 auditeurs, un seuil symbolique de franchi. Mais j'ai aussi allumé le micro parce que je crois que certaines choses ne se disent bien que sans préparation. Et dans une sorte d'état, en fait, légèrement maladroit, où la voix cherche encore sa phrase, comme vous pouvez certainement l'entendre là aujourd'hui. D'habitude, mes épisodes sont plus structurés. Quelques lignes sont écrites par-ci par-là, il y a un petit peu d'improvisation. Je vous l'avais déjà expliqué dans un épisode précédent. Il y a un petit peu d'improvisation, mais globalement, j'écris mes épisodes durant plusieurs semaines avant de vous les livrer. Donc, voilà. C'est dit, cet épisode sera bancal. Que ceux qui sont intéressés par des choses plus structurées passent cet épisode, passent à un autre épisode. Celui-ci, peut-être, ne les intéressera pas. Et puis j'annonce aussi tout de suite qu'il sera probablement long, qui sera aussi certainement un petit peu décousu et qui partira dans des directions que je ne prévois pas encore parce que j'ai quelques grandes lignes, bien sûr, dans ma tête, mais je pars essentiellement de ce seuil des 10 000 auditeurs. Mais vous savez quoi, finalement, je pense que je m'en réjouis de cette improvisation. J'étais un peu dernièrement fatigué des épisodes vraiment trop bien arrangés et qui ressemblent à des sortes d'exposés. En fait, j'ai jamais voulu faire d'exposés, j'étais un mauvais élève. J'ai toujours été un enfant plutôt turbulent, mais aussi très rêveur. Et voilà, donc tant dans ma turbulence que dans mes rêves, je me suis toujours trouvé finalement ailleurs. Mais je voulais faire en fait ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire m'asseoir quelque part et vous parler comme on parle à quelqu'un qu'on aime bien. Vous savez, dans une soirée comme ça, un petit peu tard, qui s'étend dans la nuit et on a envie d'y rester, au moment où tout est calme en fait autour de nous et qu'il y a cet échange à deux.
Eh bien là, on est maintenant 10 000 personnes, plus 3. Et j'aime beaucoup, en fait, ces 3-là. Donc les 3 derniers qui ont écouté les épisodes, si vous écoutez celui-ci, et donc les 3 personnes qui l'ont écouté, ils l'ont écouté durant cette nuit là, cette nuit entre le vendredi 24 et le samedi 25. Durant la nuit, il y a eu 3 auditeurs, et ces 3 auditeurs, je les remercie pour toute la symbolique qu'ils m'envoient. En fait, vous 3, vous avez quelque chose de touchant, je trouve. Vous êtes un peu comme les 3 convives imprévus qui arrivent à ma table alors que je l'avais mis pour 10 en fait. Et vous empêchez mon chiffre d'être rond. Et j'aime quand c'est rond, quand c'est bien organisé, quand c'est bien rangé, c'est ma nature. Et donc vous m'empêchez de devenir une forme d'abstraction en fait. Donc 10 000, c'est à mon sens une statistique. Et 10 003, bah, ce sont des gens. Voilà, je le vois comme ça. Bon, il faut que je vous raconte quand même quelque chose. Je vais essayer de reprendre un petit peu un rail. Un rail dans ma tête, tout du moins. Donc en octobre 2024, c'était en octobre 2024, j'ai enregistré le tout premier épisode de ce podcast dans une pièce, je m'en souviens encore, qui était trop grande pour ma voix. Mon micro était tout neuf, je venais tout juste de l'acheter. Je savais absolument pas le régler. Je crois même que je ne savais pas réellement comment on faisait un podcast. Je pourrais vous parler, bien sûr, de qui m'a motivé, qui m'a poussé à ça, et ils sont d'ailleurs plusieurs. Je ne l'ai pas fait instinctivement, en fait, de m'asseoir derrière un micro et de créer un podcast. Voilà. Ça a été un long travail de la part de gens qui m'entourent pour me pousser derrière le micro. Et ce jour-là, donc, lors de ce premier lancement, eh bien, je me rappelle bien, j'ai encore un chiffre, je vais encore vous donner un chiffre, je suis une personne de chiffres, et j'ai recommencé exactement 11 fois. J'ai aimé la symbolique du 1-1 qui se faisait face. 11 fois la première phrase, en fait. Et je m'en souviens parce que, bien sûr, j'ai compté. Et c'était en soi un aveu de nervosité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des épisodes, je ne vous le cache pas, que j'arrive à enregistrer d'un seul bloc sans les refaire. La plupart même des épisodes, plus de 90%, on va dire ça comme ça, aujourd'hui, des épisodes, j'arrive à les enregistrer d'un bloc sans les reprendre du tout. Voilà. Donc je lisais un de mes poèmes, qui s'appelle 1, qui maintenant n'est plus visible sur le site internet voixpoétique.com, puisqu'ils ont tous un mot de passe dans l'attente de la publication du recueil, qui est à venir, je vais vous en parler un petit peu après. Et pour ceux qui sont là depuis le début, donc là vous n'avez plus maintenant d'épisodes faits de cette manière-là, c'est-à-dire avec une explication philosophique, contemplative autour d'un de mes poèmes. Ça a été le plus gros de la structure pourtant du podcast à l'époque. Là il n'y en a plus du tout. Alors ceux qui auront le code secret pour accéder à mes poèmes vont retrouver tous les épisodes, tous les anciens épisodes néanmoins, qui existent toujours, mais qui sont accessibles en fait par mot de passe. Encore une fois en lien avec le recueil dont je vais vous parler après. Et donc j'essayais autour de ce poème, le poème 1, j'essayais de donner une sorte d'explication, en fait, autour de la manière dont je l'avais écrit, de ce qu'il voulait dire profondément, du sens que j'avais voulu donner aux choses. C'était donc le format initial, et à l'époque, j'avais un objectif de publier environ un poème par mois, avec moi qui tournais autour, et qui cherchait à dire d'où il était venu, ce qu'il avait remué en moi. Et pourquoi, au fond, j'avais choisi un mot
plutôt qu'un autre. C'était un exercice un peu bizarre, quand j'y repense, et même un peu impudique en fait. Parce que, je l'ai toujours dit en fait, on ne parle pas très facilement de ses propres textes, parce qu'on a toujours l'impression de trop expliquer, ou bien quelque part de se vanter. Voilà. Et puis surtout, je parlais à personne en fait. Je parlais à mon micro, il y avait 0 auditeur au compteur, personne ne m'écoutait, personne n'était abonné. Maintenant, il y a beaucoup d'abonnés, mais à l'époque, voilà, j'étais tout seul à mon micro et je me posais vraiment la question de pourquoi faire ça, en fait, et qui ça pouvait bien intéresser. Ouais, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Et j'en ai même une sorte de nostalgie, un petit peu, j'avoue. Je pense qu'il faut avoir fait quelque chose comme ça, que ce soit ce que j'ai fait ou d'autres choses qui peuvent être comparables, au moins une fois dans sa vie, pour comprendre la sensation que j'essaye de transmettre aujourd'hui. Parler seul, à voix haute, pendant, à l'époque, les épisodes duraient aux alentours de 20 minutes, un petit peu moins d'une demi-heure, dans une pièce vide, enfin, avec mes meubles, mais vide en soi-même, et à destination de gens qui n'existent pas encore. Pas encore, avec l'ancrage de voix poétiques, de voixpoétiques.com. Bah voyez-vous, à l'époque, moi, je l'ai vu comme une sorte d'acte de foi un peu absurde. C'est un peu comme si j'écrivais en fait une lettre et que je la jetais en fait du haut d'une falaise en espérant que le vent connaisse une adresse. Vous voyez le côté un peu absurde de la chose. Et je me disais à l'époque, allez, si 30 personnes écoutent, eh ben ça sera super, ça sera déjà très bien. 30 à l'intérieur de moi, c'est un peu mon chiffre secret en fait. Ça serait 30, ça serait un peu le nombre de gens, vous voyez, qui tiendraient dans un salon qui serait un petit peu grand, quand même. Et je me disais qu'une poignée de solitaires, un peu comme moi, quelque part, à Lille, à Genève, à côté de chez moi, à Montréal, j'ai beaucoup d'auditeurs de ce côté-là, à Alger, écouteraient peut-être un dimanche soir, en faisant la vaisselle. Et vous voyez, pour moi, ça, c'était déjà énorme. M'adresser à des gens en langue francophone, bien sûr, quoique maintenant, je crois que d'ailleurs, les épisodes se traduisent parce que j'ai des commentaires en arabe, j'ai des commentaires en anglais, et je pense que les plateformes, aujourd'hui, maintenant, ont un système de traduction de ma voix. Je suppose, je ne maîtrise pas, mais je suppose parce que j'ai de plus en plus de retours de gens en langue non française. Mais enfin, voilà. Donc, 30 au départ, et là, maintenant, j'en suis à 10 003. Je me souviens aussi de la toute première semaine. Il faut que je vous en parle. Je regardais les statistiques entre 5 à 10 fois par jour, ce qui est quelque part une forme d'humiliation volontaire, je dirais, que je ne recommande absolument à personne, vous qui m'écoutez. Il y avait 7 écoutes, et puis, je ne sais plus exactement, mais on dirait environ 12, et puis encore 12 pendant 3 jours, ce qui voulait dire qu'au fond, personne n'était revenu. Et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, en fait, au 3e épisode à peu près. Mais très sérieusement, je me suis dit ça. Je me disais que je m'étais raconté une histoire. Voilà, tout simplement, que le monde n'avait aucun besoin d'un homme de plus, parce qu'on est déjà beaucoup, qui parle de poésie et de philosophie, et que la lucidité consistait, au fond, à ranger le micro dans son carton,
Bon, j'avais regardé si je pouvais le renvoyer, mais je pouvais plus, j'avais dépassé le temps. Alors, j'étais obligé de le garder. Et puis, il y a ce qui m'a retenu. Et ce qui m'a retenu, il faut que je vous en parle, parce que c'est un message. Un seul message. Et ce message est arrivé d'une femme dont je ne saurais jamais rien d'autre que le prénom, et qui m'écrivait qu'elle avait écouté l'épisode en rentrant de l'hôpital et que ça l'avait aidée. C'était pas un très long message, je vous en donne pas lecture, c'était quelques lignes, il n'y avait pas de compliments sur le montage, et pas d'avis sur le fond, et d'ailleurs, tant mieux, parce que le montage, en fait, n'était pas propre, donc il n'y avait pas lieu de me remercier pour le montage, et puis le fond, j'avais essayé de donner mon meilleur. Et visiblement, en fait, ça nous a aidés. Ça l'a aidé, puisqu'elle m'a remercié dans cet événement-là de sa vie. Ça m'a énormément touché. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que finalement, tout ce podcast repose encore sur ces quelques lignes. Et je vous le dis honnêtement, sans aucune fausse modestie, je ne comprends pas toujours très bien comment c'est arrivé, en fait. Parce que, regardez ce que je vous propose. Je parle pendant... alors maintenant, les épisodes sont plus longs, mais je vous parle pendant 40 minutes environ, maintenant, de Germain Nouveau, un poète que presque plus personne lit, honnêtement. Hein. Et il est mort à demi-mendiant sur les routes du Var. Un homme seul, moi, qui parle de l'alchimie, de Thomas Vaughan, du silence de Ryokan, là, très dernièrement, le tout dernier épisode que j'ai publié, de son bol vide, de la lune que le voleur ne peut pas remporter. Mes montages sont très approximatifs, je le reconnais. Je cale un petit peu de musique derrière, etc. Mais c'est souvent, je trouve, un peu malhabile. Mais bon, c'est ce que je sais faire et j'essaye de faire au mieux. J'ai jamais eu d'invité prestigieux parce que j'écoute des podcasts moi-même et ouais, j'entends des gens qui reçoivent qui reçoivent trucs, etc. Et j'imagine que ça doit faire énormément d'auditeurs, tout ça. J'ai pas non plus de titre à couleur parce que maintenant c'est le truc sur Internet. Je suis même pas sur les réseaux sociaux. Voix poétique est absolument nulle part. Mis à part peut-être sur YouTube, si on peut considérer ça comme un réseau social. Mais bon, même là, je suis pas en vidéo, c'est sous forme de podcast. Donc, bon, il y a 1800 et quelques abonnés, la chaîne décolle pas vraiment. Disons-le, je pense que tous mes auditeurs viennent plutôt par d'autres axes que YouTube. Mais bon, c'est normal, c'est un format vidéo et je publie du podcast. Donc, ça a du sens. Et voilà, donc je suis juste une voix. Je fournis du silence, aussi également, entre les éléments de cette voix, et des textes que j'improvise en partie, que j'écris sur l'autre partie, et pour le reste, je parle de gens qui, très souvent, allez, peut-être à plus de 90% aussi, sont maintenant morts. Ah donc, et puis, je mets l'accent là-dessus aussi, c'est la poésie aujourd'hui n'intéresse
plus grand monde. Si tant est d'ailleurs qu'elle a intéressé un jour au grand monde, puisque la plupart des poètes, finalement, n'ont connu qu'un certain succès pour certains, ont été connus qu'à titre posthume, et ont souvent vécu dans une grande pauvreté. Et aujourd'hui, la donne n'a pas changé, les gens ne s'intéressent pas à la poésie. Quand certains me parlent et je tiens à tirer sur personne, mais toute cette poésie moderne de Rupicor et d'autres, je m'arrêterai là, je donnerai que son nom à elle, parce que c'est peut-être la plus emblématique actuellement, celle en tout cas qui vend beaucoup pour de la poésie. J'ai essayé de lire ça, mais ça me touche pas, ça me parle pas. J'ai l'impression d'être dans un livre de développement personnel, en fait, où je détecte aucune grande profondeur, mis à part, et c'est déjà pas mal, vous me direz, d'une âme qui parle à d'autres âmes sur une souffrance, sur un mal, sur quelque chose. Mais on est loin des anciens qui allaient... qui pouvaient parler d'eux-mêmes, bien sûr, mais pour la plus grosse partie, quand même, avaient un regard tout autre sur le monde que ce que peut avoir le monde moderne aujourd'hui et ses poètes modernes. Et ce qui vend aujourd'hui en poésie, c'est une forme de développement personnel. Voilà. Et c'est à peu près la seule chose qui marche, le reste ne marche pas. Donc sur le papier, c'était un échec annoncé d'avance. Eh bien, ce n'est pas réellement un échec. Voilà. Et c'est ça qui devrait nous faire tous réfléchir ce soir. À vous qui avez été fidèles, qui vous êtes abonnés, qui m'avez fait des commentaires. C'est pas un échec, parce qu'on est 10 003. Je voudrais, à cette étape, être précis en fait sur un point, parce que j'ai pas réellement envie qu'on se méprenne sur le sens de ce chiffre, et surtout pas moi. 10 000 auditeurs, c'est pas une foule en soi-même. Une foule, c'est à mes yeux un corps unique. Ça avance ensemble. Ça pense ensemble. Et je dirais même, ça s'enflamme ensemble. Même si j'aime pas trop utiliser ce terme-là là, pendant toutes ces périodes de feu de cet été. Une foule, en fait, ça a une seule tête. Et souvent, la tête de la foule, elle est plutôt mauvaise. Et toute l'histoire du XXe siècle nous a finalement appris de quoi une foule est capable, quand on lui donne un slogan et une direction. Ce que représentent les 10 000 auditeurs de ce podcast, c'est à mes yeux exactement l'inverse. En fait, moi, je le vois plutôt comme 10 000 solitudes successives. Personne n'écoute cet épisode en même temps que vous, a priori, dans de très rares cas. Et aussi, a priori, sauf dans très rares cas, personne n'écoute cet épisode avec vous. Vous êtes, pour les retours que j'en ai eus jusque-là, souvent seul dans votre voiture, le matin ou le soir. Vous êtes dans le métro, vous êtes dans votre cuisine, sur des tâches diverses et variées. Et pour la plus grande partie, la stat le dit, et j'ai aussi eu des retours dans ce sens-là, vous êtes seul dans votre lit à 2h du matin, tard dans la nuit, quand le sommeil ne vient pas. Et à ce qui paraît, ma voix marche très bien pour endormir, m'a-t-on dit. Bon, je le prends comme un compliment. Et c'est précisément, en fait, dans cette solitude-là, qu'il y a quelque chose, à mon sens, qui peut se produire. La poésie, ça j'en suis convaincu, elle ne se transmet pas en masse, mais elle se transmet un par un peu comme une sorte de flamme.
Et ben là, c'était 1 par 1, 10 000 fois. 10 003 fois. Et donc voilà pourquoi je ne fêterai pas ce chiffre comme on fête une audience très régulièrement sur les influenceurs YouTube ou les podcasteurs. Mais je le fête en fait plutôt comme on fêterait un fait ultra simple. 10 000 fois, quelqu'un a accepté de rester seul avec des mots parfois difficiles, m'a-t-on dit, pendant 40 minutes. Et vous savez, je me manque souvent dans notre époque quand même. J'essaye d'apporter les éléments aussi de mon temps. Et notre époque, elle a fait de l'interruption une industrie. Et c'est un acte considérable. Et au fond, c'est pas mon mérite, mais c'est bel et bien le vôtre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense souvent à cette phrase d'un de mes poètes préférés. Vous le savez, je l'ai dit plein de fois. Christian Bobin, qui disait à peu près que le livre le plus fort du monde, c'est celui qu'une seule personne lit vraiment. Et il avait raison. Et en fait, Bobin a toujours eu raison sur ces choses-là. Un lecteur véritable, pour moi, vaut 1000 regards distraits, à moitié là et à moitié ailleurs. Et si sur les 10 000 que vous êtes, il y en a 100 qui ont été touchés en profondeur et qui ont changé une habitude, qui ont ouvert un recueil qu'ils n'auraient jamais ouvert, alors ce podcast a fait tout ce que j'attendais de lui. Même si au début, j'en attendais pas grand-chose, mais la chose s'est construite avec le temps, en fait. Eh ben tiens, puisqu'on parle du temps, je vais vous raconter le voyage. Pas spécialement dans l'ordre, et je vais pas non plus vous livrer un bilan comptable, comme mon arrière-grand-mère me ressortait des vieilles photos de son tiroir pour me les montrer des mercredis après-midi où j'étais avec elle. Mais il y a eu Rilke. Il y a eu Rilke, je crois, j'en suis pas certain, j'ai pas été vérifié avant de vous parler, mais je crois bien que Rilke était un des, si ce n'est le premier poète, en fait, sur lequel j'ai fait un épisode. C'était au début d'année 2025. Et c'est pas étonnant parce que Rilke, enfin je sais pas, après, avant Bobin, je saurais pas vous dire, mais est aussi un de mes poètes préférés. Et que quelque part, Rilke, dans ma vingtaine bien entamée, m'avait quelque part un petit peu sauvé de moi-même. Et notamment avec son ouvrage Lettre à un jeune poète. Et puis il y a eu Rimbaud l'incendiaire, que j'aime tant. Et puis, tout de suite après, il y a quelque chose que je n'avais absolument pas prévu, que je n'avais pas orchestré, un épisode sur Jean-Claude Hubert, un poète absolument inconnu, dont personne n'a jamais parlé nulle part, et pour une raison très simple, c'est que c'était mon père, et qu'il écrivait sur des bouts de papier, et qu'il n'a jamais sorti un ouvrage. Et j'ai découvert ça un peu sur le tard, voilà, sur des... Enfin, plus particulièrement un poème, il y en a un que j'ai lu plus jeune, et un autre que j'ai lu beaucoup plus tard, qui a été adressé à ma mère, et il écrivait vraiment d'une manière magnifique, et je regrette que lui-même n'ait pas eu le temps, puisqu'il est mort très jeune, de peut-être sortir un ouvrage. Allez savoir ce que la vie aurait pu lui proposer ou lui offrir. Mais quand on meurt si jeune, forcément, on a le temps de rien.
Je l'ai fait très tôt, presque au début, et je crois que c'était vraiment une déclaration d'intention plus claire que n'importe quel manifeste, en fait. Ici, j'ai jamais eu la prétention, en fait, de faire la course à la notoriété, parce que je sais que dans la poésie, la notoriété, il n'y en a pas. Et du coup, je me suis dit très rapidement qu'il fallait simplement lire et livrer, en fait, ce qui méritait de l'être. Voilà. Et puis, je m'en rappelle, sur l'été, il y a eu un épisode sur Baudelaire qui est venu, donc l'été 2025 toujours. Baudelaire qui a été un poète très important, puisque je l'ai lu très très jeune, et que pareil, c'était un ouvrage qui m'a été transmis de mon père. Et pas grand-chose m'a été transmis en termes d'objets, je parle. Sur mon père, mais on m'a transmis, je sais plus l'âge que j'avais, mais je devais avoir 13 ans, 13, 14, dans ces eaux-là à peu près, et on m'a transmis son ouvrage de Baudelaire, Des Fleurs du Mal. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, et j'ai adoré. Voilà, et c'est devenu un peu mon livre de chevet, à cette époque-là. Et puis ensuite, il y a eu aussi Breton, sur ce même mois, et Francis Jam, dans le mois qui a suivi. Ça, c'était mes poètes de l'été 2025. Avec une certaine simplicité, en fait. Vous voyez peut-être où est-ce que je veux en venir, mais ces trois personnages-là sont quand même bien différents, et Francis Jam, au mois d'août, que j'appelais James. D'ailleurs, j'ai été corrigé par un auditeur dans les commentaires sur YouTube. Bon, ça aussi, peu importe. Chacun dit bien comme il veut. Il avait cette simplicité de campagne, en fait, qui m'a toujours désarmé. Voilà. Et il y a eu Ginsberg en septembre, puisque je revenais de San Francisco, et que je connaissais déjà Ginsberg avant, mais le fait de visiter San Francisco et d'aller sur certains lieux, en fait, emblématiques, m'a vraiment rappelé à la poésie de Ginsberg, du coup, que j'ai couverte sur un épisode en septembre. Et puis, quelques temps après, Anna Varney Cantodea. J'ai eu un doute sur la fin du nom de famille. Et en fait, je me rappelle bien, parce que cet enchaînement d'épisodes, c'était super improbable, en fait. Et ça n'avait jamais été tenté dans un podcast francophone. Passer de Ginsberg à Anna Varney, j'allais dire c'est passé un peu comme du jour à la nuit. Pour Anna Varney, la nuit, on est bien d'accord. Ginsberg, le jour, bon. Mais pourquoi pas, on va garder cette image. Elle est pas si mal. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu Robert Smith, que j'affectionne très particulièrement dans le monde de la musique. Et puis, Emily Dickinson, celle qui était enfermée dans sa chambre, à écrire de la poésie et isolée de tous. Il y a eu Edgar Allan Poe et ses ombres. Il y a eu Pétrarque, l'humaniste. Et puis, il y a eu aussi également Cassio, dont Le Message retrouvé est un des rares livres qui m'est réellement et en profondeur modifié. Et je vous recommande d'aller écouter l'épisode et d'acheter Le Message retrouvé, et si vous le souhaitez, auprès des éditions Beya, B-E-Y-A, vous le trouverez facilement. C'est un ouvrage que Beya a bien mis en page. Et croyez-moi, si vous êtes un peu dans la spiritualité, achetez cet ouvrage et il changera votre vie. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait Nerval, l'alchimiste du verbe, Lautréamont aussi également, avec sa métamorphose radicale. Il y a eu Yeats,
il y a eu Hugo, l'exilé, le spirit, le prophète. Il y a eu Elliot, Sylvia Plath, et sa renaissance incandescente. Ça, c'est pareil, Plath, je crois, se dit Plath. J'ai été repris aussi également, mais encore une fois, je m'en fiche. Je le dis bien comme je veux, et chacun le dira comme il a envie. Il y a eu Mallarmé, le grand prêtre du symbole. Il y a eu... ah oui, ça c'est un épisode spécial qui n'a pas marché d'ailleurs, ça se dit en passant, mais bon voilà, j'avais envie de le faire parce que moi c'est des choses qui me parlent. Il y a eu Egil Skallagrimson, qui est un squald, un poète islandais, parce que il faut parfois peut-être aller chercher la poésie justement sous la neige et le sang. Il y a eu Blake, entre innocence et expérience. Il y a eu Anne Sexton, voyageuse de l'abîme, on peut le dire, un épisode grave et touchant à la fois, je trouve, pour l'avoir réécouté. Et puis il y a eu Nick Cave, le chanteur, poète, écrivain, réalisateur, enfin tout ce que vous voulez, un artiste très complet. Albert Samin. Et puis Germain Nouveau, dont je vous parlais tout à l'heure, et son dépouillement, Louise Bogan, il y a eu Anna Akhmatova, cette femme debout devant les prisons de Leningrad. Ça, c'était un des épisodes qui a le mieux marché, assez étrangement, je pensais pas, mais voilà. Anna Akhmatova et Louis Catio sont les... Happy Bobin aussi, également. Ça a été vraiment les grands épisodes sur les poètes sur ce podcast. Les frères Vaughan, que je vous disais donc tout à l'heure, les frères alchimistes poètes. Orphée, qui est peut-être le plus ancien de tous ceux que je viens de citer, celui dont le chant précède le nom. Et puis il y a eu Bobin, l'éclat de lumière, mon éclat de lumière. Bachot qui nous apprend que la vérité se trouve en marchant, et puis sur le territoire japonais, Ryokan dernièrement, qui nous apprend qu'elle se trouve aussi dans une forme d'immobilité parfaite. Bon bah vous voyez en fait, il y a un sens en fait dans tous ces poètes que je commente, et puis c'est ceux qui me touchent, c'est ceux qui composent ma vie, ceux qui composent ma vie extérieure et intérieure, en fait. Et il y en a encore une longue liste, donc c'est pas fini, vous n'avez pas fini de m'entendre, pour ceux que ça fait plaisir, à qui ça fait plaisir. Et donc là, déjà, vous avez, je crois, environ une trentaine de visages, et vous avez une trentaine de voix différentes. Et puis, bah, c'est à vous maintenant de choisir parmi ces voix celles qui vous touchent et de les découvrir, en fait. Soit une par une, soit une particulièrement en vous concentrant dessus, selon votre style et votre caractère. Et à côté de ça, j'avais mis en place l'autre versant, je dirais, celui du dimanche, un peu symboliquement, je le reconnais, qui était basé sur la nature humaine. Où on y a abordé le pardon, on y a abordé l'amour, la gratitude, la solitude, la contemplation, le deuil, la liberté, la passion, l'humilité, il y a eu l'humanisme bien sûr, et la rédemption je crois aussi également. Et puis c'est pas tout. Ah non, il y a eu aussi la nostalgie, la foi et la fidélité. Bon, ça fait, je sais pas, 14, 15, j'ai pas compté, mais environ ça, de traverser de ce que nous sommes, en fait, à travers ce que nous vivons, peut-être aussi ce que nous écrivons. Et puis, un peu plus récemment, ça a été le dernier lancement, j'ai aujourd'hui ces 3 grandes parties, donc les 2 que je viens de vous citer, la voie poétique de la nature humaine, et en troisième, les fragments de contemplatifs. Et ce qui a été fait, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, parce que ces épisodes qui sont très longs,
C'est des moments de contemplation, en fait, pour moi, de quelque chose en particulier qui me pousse à l'écriture sur le moment. Et le mot fragment porte bien son nom. Et on a parlé donc... j'ai fait des épisodes sur la pluie, sur le vent, sur le livre fermé et sur le miroir. Et ces épisodes-là, je le pense, faites-moi un retour, dites-moi ce que vous en pensez, mais ils ressemblent absolument à rien dans l'univers des podcasts sur le web. C'est pas des cours comme je les faisais un petit peu au départ, c'est ce qui me dérangeait en fait autour de mes poèmes. C'était le côté un peu court en fait, ou le côté un peu conférence. Le côté leçon même, que je pouvais donner et que j'ai voulu, sur lequel j'ai voulu passer à autre chose, arriver dans quelque chose de plus contemplatif en fait, qui me représente mieux et qui est plus dans mon univers. Mais voilà, tout ce que je vous ai cité, ce sont des objets finalement sans âge, construits autour d'une chose absolument ordinaire, et qui descendent lentement du minuscule vers l'immense. Et je ne vais pas m'en cacher, c'est mes préférés. Et c'est pas que mes préférés, c'est aussi vos préférés, parce que c'est aujourd'hui les épisodes, quand j'en sors, assez rarement, mais quand j'en sors, c'est ceux qui marchent le mieux, en fait. Et ce sont ceux qui marchent le mieux, et c'est ceux, pourtant, où je m'efface le plus. Voilà, il doit y avoir un sens à ça. Et sans oublier, donc, le manifeste humaniste, en septembre dernier, qui représente des années de gestation pour une grosseur de mémoire de lecture, et qui devait donner naissance à un ouvrage, je sais, certains m'en font peut-être la remarque, je sais que j'étais relancé sur ce sujet-là, mais je ne peux pas être au four et au moulin, j'ai un travail, comme tout le monde, pour manger. Vous avez bien vu que je ne vends rien, donc j'ai un travail, j'ai travaillé sur le recueil aussi, au-delà de ça, des 108 poèmes, et ça a été une longue maturation, très clairement, qui commence à toucher à son terme, et vraiment l'ouvrage va sortir là prochainement. Là. J'ai juste une dernière personne importante sur la relecture qui doit me donner son avis, compte rendu, dirons-nous ça comme ça. Il a déjà été élu par plusieurs autres. Voilà. Et donc, le manifeste devait sortir. Il est toujours sur mon ordinateur. Il n'est pas fini, mais pas loin, quand même. Et je pense que ce sera un ouvrage que je sortirai après, dans la suite, peut-être sur 2027, maintenant. Et donc, quand je regarde cet ensemble d'un seul coup d'œil, moi, il y a une chose qui me frappe et que je n'avais absolument pas vue en le construisant. Parce que, vous savez, on ne voit jamais réellement la forme d'une chose pendant qu'on la fabrique, en fait. Mais tous ces gens que je vous ai cités, précédemment, là, tous ces poètes, absolument tous, ont eu un problème avec le monde, tel qu'on leur donnait. Rimbaud, il a claqué la porte. Nerval, il a marché dans une nuit qui n'en finissait absolument pas. Akhmatova, pour sa part, elle a refusé de se taire quand le silence était la condition de la survie. Blake, de son côté, voyait des anges dans un arbre et n'en a jamais démordu, en fait, de ça. Et Cathio a passé sa vie à écrire un livre que personne ne lisait, voire même que très peu lisent encore, d'ailleurs, aujourd'hui. Et c'est une injustice profonde. Tant l'ouvrage est d'une dimension magnifique. Ryokan, et là c'est bien frais dans ma mémoire, a quitté un temple pour vivre dans une cabane.
Germain Nouveau a préféré la route et l'aumône à la reconnaissance littéraire. Eh bien, voyez-vous, aucun d'eux n'a accepté le format, en fait. Et c'est ça, la voie poétique. La voie poétique, c'est pas un genre littéraire, mais je le vois comme un refus poli, souvent silencieux, parfois souriant, mais absolument un refus. Et puisque c'est un épisode de bilan, eh ben autant en faire un vrai, et de vous livrer en fait ce que je ne savais pas encore en octobre 2024, et que je sais maintenant. La première chose, c'est que les gens sont infiniment plus profonds qu'on ne le leur accorde. Et on m'a répété avant de commencer qu'il fallait simplifier. Que déjà mes 20 minutes, finalement, c'était presque trop long. Que la gnose, l'hermétisme, pour le côté spirituel, l'alchimie, ferait fuir absolument tout le monde. Et que personne ne suivrait un développement justement sur l'œuvre au noir alchimique ou sur le silence chez Mallarmé, et que mon public, entre guillemets, vous voyez pas mes doigts, ce fameux public dont tout le monde parle, et que personne n'a jamais rencontré au fond, eh bien, voulait du léger, du court, du rassurant, et c'est faux. C'est absolument et radicalement faux, en fait. Mes épisodes les plus écoutés sont les plus exigeants. L'épisode sur Catio, qui est un épisode un peu ardu, et que j'ai... Enfin, son œuvre est ardue en elle-même, et que j'ai enregistré, eh bien, a trouvé un public que je n'attendais absolument pas. Celui sur les frères Vaughan, c'est pareil. Allez trouver mon hydre à deux têtes, qui oscille pour un du côté alchimique et pour l'autre du côté poétique, c'était déjà une trouvaille pour moi, pour commencer par là. Mais de deux, je me suis dit, c'est pareil, qui cela va toucher ? Ce qui fait fuir les gens, je pense que c'est pas la difficulté, mais c'est le mépris, en fait. On sent immédiatement, dès la première phrase, quand un homme vous parle de haut, ou quand il vous prend pour un imbécile. On le sent, et on fuit, tout simplement. La deuxième, c'est que le silence est la matière première. Et j'ai mis 1 an à l'accepter techniquement, je dirais. Au début, bien, j'avais tendance à plutôt remplir. J'avais peur des blancs. Alors, je parlais par-dessus mes propres pauses, en quelque sorte. Comme on parle, vous savez, un peu au-dessus d'une gêne, en fait. Et aujourd'hui, je laisse des silences de plusieurs secondes après un vers. Et ce sont ces moments-là qu'on me cite le plus souvent, en fait. Le poème, il a besoin de retomber. Il a besoin de ce petit temps où l'auditeur ne fait rien et où il ne comprend rien. Mais laisse simplement, en fait, les mots se déposer en lui, au fond de lui. Un poème qui serait lu sans silence, c'est un poème étouffé, en fait. C'est un poème sans respiration. La troisième, c'est que je ne dois jamais expliquer un poème. C'est la faute que j'ai commise le plus souvent au début. D'ailleurs, tout n'était axé que là-dessus, en fait, sur l'explication du poème. Et je dirais que je l'ai commise par gentillesse. Et c'est la pire des raisons, en fait. Je voulais être clair, je voulais être utile, je voulais que personne ne se sente exclu, en fait, de mes textes. Alors, j'offrais une forme de traduction, en fait. Je disais, voilà ce que Rimbaud a voulu dire, ou
quand j'étais sur les épisodes sur la voix poétique, où voilà ce que moi j'essaye de transmettre, voilà, parce que dans mes poésies, dans chaque vers presque, pas dans chaque vers, mais dans beaucoup de vers, vous avez un sens caché en fait. Et vous avez un sens caché sur l'ensemble du poème. Ce sont souvent des poèmes un peu initiatiques, en quelque sorte, mes poèmes. Et on peut en avoir plusieurs lectures. Et vous verrez d'ailleurs dans le recueil qui va sortir, vous allez comprendre ça. Et au fond, c'est une forme de crime doux. Mais c'est un crime. Un poème expliqué, eh bien c'est un poème mort. Je le vois comme ça maintenant. On doit éclairer un contexte, dire d'où vient l'homme pour mieux comprendre son texte, ce qu'il a vécu, ce qu'il a lu, quelle porte il a poussé, mais le poème lui-même doit, à mon sens, rester intact comme un caillou qu'on aurait juste essuyé, en fait. Le lecteur a le droit de ne pas comprendre. Et ce droit-là est sacré. Et c'est même dans ce non-savoir que l'essentiel se transmet. La quatrième et dernière, mais qui est peut-être aussi la plus surprenante pour moi au fond, c'est que ce podcast m'a autant fabriqué que ce que je l'ai fabriqué. Je crois que aujourd'hui, je suis plus le même lecteur. Quand je prépare un épisode, je ne relis pas un auteur qu'on connaît. Mais je descends dans cet auteur pendant 3 semaines. Environ. Avec l'obligation, en fait, d'en rapporter quelque chose de vrai. J'ai découvert des pans entiers d'œuvres que je croyais tenir et qu'en fait, je connaissais que de manière très partielle. J'ai changé d'avis, par exemple, sur Hugo, sur Victor Hugo, que j'expédiais, excusez-moi, peut-être un peu trop vite. Tant j'avais des souvenirs d'école, en fait, qui m'empêchaient, en fait, de me pencher sur Victor Hugo. Et j'ai découvert Louise Bogan, par exemple, très tard. Et j'en veux un peu à ma jeunesse, de ne pas l'avoir rencontré plus tôt, en fait. Et au fond, j'écris plus mes propres poèmes de la même manière depuis que j'ai croisé sur le chemin, sur ma route, Bachot. Le Japon, je pense que maintenant vous le savez aussi, a une résonance particulière pour moi sous tous les aspects. Allez savoir, peut-être que dans une autre vie, c'est ce que je me dis, la vie précédente. Tout du moins, je viens peut-être de là. Tant j'ai une connexion depuis que je suis tout enfant très particulière avec le Japon. Bref. Et c'est peut-être la chose la plus honnête que je peux vous dire dans cet épisode. Je n'ai jamais fait ce podcast pour vous. Voilà, je l'ai fait parce que j'avais en fait quelque part besoin de le faire. C'est l'appel auquel j'ai répondu quand les autres me poussaient à faire ça. Parce que certainement ils voulaient m'entendre, je pense, je suppose. Sinon je vois pas l'intérêt. Mais vous êtes arrivé après, en fait. Et vous en avez fait tout autre chose. Je vais vous dire maintenant quelque chose de grave, et je vais essayer de le dire simplement. Ce podcast n'a jamais eu qu'une seule intention. Et elle n'a pas bougé d'1 millimètre depuis octobre 2024. C'était celle de délivrer un homme de ses chaînes. Individuellement. Par la poésie et par la philosophie, sous un angle contemplatif, toujours. Et c'était pas les hommes, c'était pas la société, c'était pas une classe, c'était pas une génération, c'était pas non plus un peuple, mais c'était un homme, c'était une femme,
c'était une conscience à la fois. Et je crois profondément que toute libération collective annoncée, est au fond un piège. L'histoire est un cimetière de libération collective. Chaque fois qu'on a promis de délivrer tout le monde en même temps, eh bien, on a fabriqué de nouvelles chaînes. Et ces chaînes, elles étaient plus lourdes. Et elles étaient même souvent plus difficiles à voir parce qu'elles étaient présentées comme des ailes, en fait. Mais la seule libération qui tienne, elle est intérieure. Et je sais que si vous m'écoutez et que si vous m'êtes fidèle, vous le savez, ça. Et cette libération, elle ne se délègue pas, en fait. Mais quelles sont ces chaînes dont je parle? Et c'est là que la tradition dont je vous parle depuis le début, celle des gnostiques, des hermétistes, des alchimistes, dit quelque chose de très précis et à la fois de très dérangeant. Elle dit que la première chaîne n'est pas politique, elle est l'oubli. Et nous vivons dans un état de sommeil dont nous ne soupçonnons pas la grande profondeur. Parce que le propre du sommeil, c'est justement de se prendre pour la veille. Nous croyons choisir alors que nous répétons sans cesse. Observez-vous bien. Nous croyons penser alors que nous recevons, en fait. Nous croyons désirer alors qu'on désire à notre place. Et la chaîne la plus solide, c'est pas celle qui nous retient. C'est celle que nous prenons pour notre propre bras, si vous voyez ce que je veux dire. La poésie fait une chose qu'absolument rien au monde ne fait aussi bien. Elle casse la phrase. Essayez d'y réfléchir une seconde. Prenez votre temps. Mettez pause sur cet épisode. Je vous le répète, la poésie fait une seule chose que rien ne fait aussi bien. Elle casse la phrase. Le monde nous parle en phrases achevées. Le slogan, la publicité, le communiqué, l'information en continu, tout cela est construit pour ne laisser là-dedans aucun interstice. Il n'y a pas de trou par où la pensée pourrait s'introduire. On est dans une forme de langue pleine, en fait, dans une langue qui est saturée, qui ne demande rien d'autre que d'être avalée. Le poème, lui, il est troué, en fait. Il laisse un blanc à la fin du vers, il met un mot là où on ne l'attendait pas. Et il vous oblige à vous arrêter, à revenir en arrière, à ne pas comprendre tout de suite. Et dans ce ne pas comprendre tout de suite, eh bien, il se passe exactement ce qui ne doit jamais se passer dans un cerveau bien fait. Il y a quelque chose qui se met à penser. Et voilà pourquoi les régimes autoritaires ont toujours détesté les poètes, bien avant de détester les journalistes. Akhmatova était infiniment plus dangereuse qu'un tract. Un tract, on le réfute simplement. Un vers, on ne peut pas. La poésie est une technique de réveil déguisé en une forme d'art d'agrément. Et c'est sa ruse, et c'est pour ça, en fait, qu'elle passe. Et puisque j'en suis au moment des confidences, eh ben, je vais vous livrer la mécanique interne. Allez, la mécanique interne de ces épisodes. Parce qu'il y en a une, très stricte, que je n'ai jamais annoncée, bien évidemment, mais que les fidèles ont très certainement repérée depuis bien longtemps. Chacun de mes épisodes descend en 3 temps. D'abord, la poésie. On commence par le texte, le rythme, la coupe du vers, le grain de la voix. On n'est pas à ce moment-là dans la biographie, on n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans la matière sonore.
Et si on commençait pas par là, en fait, eh bien, on ne ferait pas de la poésie, voilà, tout simplement. On ferait une forme d'histoire littéraire. Et il y a déjà d'excellentes personnes en podcast et sur le web en général pour ça, en fait, ou dans les salons. Ensuite, la philosophie, c'est-à-dire qu'une fois que le texte a été entendu, eh bien, on peut demander, on peut s'interroger ce vers quoi il amène, quelle vision du monde, quelle conception du temps, de la mort, de l'amour, du langage. Et c'est le moment, en fait, où le poème cesse d'être un objet et devient plutôt une forme de position. Et enfin, quand la voix s'y prête, et seulement quand elle s'y prête, bien sûr, l'aspect plus spirituel. Ce qui court sous la surface. Ce qui court chez Nerval, ce qui court chez Catio, chez Blake, chez Vaughan, chez Mallarmé. Eh bien, ce troisième étage, c'est presque tout l'édifice. Chez d'autres, il n'existe pas. Et je ne vais pas l'inventer pour faire joli. Sous la plupart de mes poètes actuels, là, modernes, grand public, cette couche n'existe pas. Ou alors, je ne l'ai pas saisie, j'en sais rien. Mais bon, je pense quand même avoir une lecture assez poussée. Eh bien, cet ordre, c'est pas un plan de dissertation, mais c'est, comme je viens de vous le décrire, en fait, une descente. On part de ce qui s'entend, on passe par ce qui se pense, et on finit par ce qui ne se dit qu'à moitié. Et c'est exactement le mouvement qu'exige la lecture d'un texte véritable. Et c'est aussi, si vous y regardez bien, le mouvement de toute vie intérieure sérieuse. Voilà ce que je veux vous véhiculer au travers de mes épisodes et leur construction. Maintenant, peut-être vous les écouterez différemment. Bon, j'aimerais maintenant parler un peu du moment où nous nous trouvons, maintenant. Ici et maintenant. Là, nous sommes le 25 juillet 2026. Tout le pays se trouve à la plage, ou peut-être à la montagne, par chez nous. Je me suis un peu trimballé en montagne, je ne vous cache pas, et je fais beaucoup de randonnées dans mes terres de Haute-Savoie, ou de Savoie d'ailleurs. Moi, je suis en Haute-Savoie. Par contre, je croise pas tant de monde aujourd'hui à la montagne, mais bon, je suis pas les chiffres, tout ça, ça m'intéresse pas. Donc, la plage, on va dire la plage. Plus traditionnellement, tout le pays est à la plage, et les rédactions de journaux et autres tournent maintenant au ralenti. Les gens sont ailleurs, les esprits sont clairement dispersés dans une espèce de lumière qui rend tout un peu flou. C'est une belle période. Elle est vraiment particulière. L'été, c'est particulier. Tout du moins chez nous, en France. Et c'est aussi chaque année la période où passent les textes dont on préfère qu'ils ne soient pas discutés. En fait, c'est devenu une constante administrative que tout le monde connaît et que pas tant de gens que ça finalement commentent puisqu'ils passent à côté en fait. Ce qui est voté en juillet, août, plutôt juillet, est voté au final 2 fois moins fort. Et depuis plusieurs années, ce qui passe l'été concerne de plus en plus souvent la même chose. La surveillance, l'identification, la traçabilité, le contrôle, qui nous sont présentés à chaque fois comme une forme de protection, que je mets encore une fois entre guillemets. Et chaque fois, un peu plus étendue que la fois précédente. En tout cas, je le ressens vraiment, là, cet été, avec les nouvelles lois, chat control, etc., là, qui sont passées. Je ne vais pas vous faire un cours de droit sur le sujet, parce que j'en ai absolument pas la compétence, et que c'est pas l'objet non plus de ce podcast, vous m'écoutez pas pour ça. Mais je suis désolé, je suis quelqu'un d'assez engagé, notamment pour la liberté, l'humanisme et la liberté, et je
peux pas me passer d'une petite parenthèse que vous m'accorderez. Et donc je vais vous dire, moi, ce que je vois en tant que poète, ce qui est à peu près ma seule petite légitimité. Eh bien, ce que je vois, c'est qu'on rétrécit en fait patiemment l'espace de ce qui n'est vu par personne. Or, l'intériorité a besoin de n'être vue par personne, c'est même sa définition. Une pensée observée n'est déjà plus tout à fait une pensée finalement, mais c'est une forme de déclaration. Un homme qui sait qu'il est regardé ne se comporte absolument plus de la même manière. Il se présente. Et une civilisation entière qui se présente en permanence perd en une génération la faculté de se recueillir. Et ce n'est pas la liberté d'expression qui est, à mon sens, le plus en danger, mais c'est quelque chose de plus discret et à la fois de plus vital. C'est la liberté de ne pas s'exprimer. Et le droit d'avoir un dedans. Et c'est exactement là que notre podcast Voix poétique se tient. Sans faire de militantisme, sans non plus aller manifester dans la rue, et on n'a pas ici de slogan particulier, parce qu'il y a une chose qu'aucune loi, en fait, ne peut atteindre, eh bien c'est un poème appris par cœur. Ça, c'est une liberté. Réfléchissez à ça. Et c'est presque comique de simplicité, je dirais. On peut fermer un site, on peut supprimer un compte, on peut déréférencer une page, on peut effacer une bibliothèque, on peut brûler un livre, on peut, tiens, comme l'a fait Meta Instagram, que j'ai quitté et sur lesquels je ne remettrai plus les pieds sur leur terre, on peut bannir un compte. On a banni mon compte pour un poème que j'ai diffusé sur Trump et qui visiblement n'a pas plu, mais tant pis, tant mieux même, je dirais. Eh bien, ce sont des opérations techniques qu'on a là, et elles ont toutes déjà été faites. Mais 4 vers logés dans votre mémoire sont absolument hors de portée de toute administration du monde. Il n'existe aucun dispositif capable de perquisitionner un souvenir. Et Akhmatova, allez vraiment écouter cet épisode, parce que dans les temps que nous vivons, c'est une poétesse très importante. Akhmatova le savait. Quand ses poèmes ne pouvaient pas exister sur le papier, sans la condamner, elle les faisait apprendre par cœur à quelques amis qui les gardaient dans leur tête, vivants, pendant des années. Et elle brûlait ensuite ses brouillons, et sa poésie a pourtant traversé la terreur en n'existant que dans des mémoires humaines. Et c'est peut-être la plus belle démonstration qu'on ait jamais faite de ce qu'est réellement un poème. Alors si je devais vous demander une seule chose dans cet épisode, une seule, que vous m'accorderez bien, en remerciement de ces 10 000 écoutes, apprenez s'il vous plaît un poème par cœur. Un seul, court, long, absolument n'importe lequel. Celui que vous voulez, au choix, celui que vous aimez, sans savoir trop pourquoi. Même 4 vers, en fait, suffisent. Et ça, vous verrez, ça sera votre part inconfiscable. L'État ne pourra rien y faire. Toutes les polices du monde ne pourront rien contre ça. Les IA s'en tiendront à distance. Ces 4 vers virevolteront, vivront en fait dans votre esprit, dans votre tête. Et puis il y a autre chose, tiens d'ailleurs, que je m'étais dit aussi, dont il fallait que je vous parle, et j'hésite un peu, parce que c'est un peu plus intime. Je vous le disais tout à l'heure, le recueil entre dans sa dernière phase de relecture. Et c'est pour ça que j'hésite à vous en parler, parce que je vous en parle depuis tellement de temps. Et puis je vous l'avais promis à sortir en juin, et puis finalement c'est pas sorti, parce que ça met un peu plus de temps que prévu sur la relecture, et puis ensuite je vais avoir l'auto-édition. Je remercie d'ailleurs, j'ai des relations, je vais appeler ça comme ça, épistolaires avec certains auditeurs,
Et il y en a une particulièrement, j'ai d'ailleurs toujours pas répondu à sa lettre, je vais le faire très prochainement, qui m'a écrit et qui m'a fortement conseillé sur l'auto-édition. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Et j'en remercie vraiment, j'ai pris note de ses conseils. Cette lettre, je l'ai gardée ouverte, là, elle est toujours sur une table, là, pas très loin de moi au moment où je vous parle. Et donc, oui, je vais aller sur l'auto-édition, finalement, parce que j'ai pas le temps d'envoyer des recueils à droite, à gauche, pour être lus et potentiellement acceptés, que je ne souhaite pas non plus être modifié. Voilà, j'ai quelques amis, très bons lecteurs, qui ont opéré une relecture. Ça me va, ils m'ont apporté quelques conseils, mais le fond, c'était de dire que je ne voulais absolument pas qu'ils retouchent mon texte. Parce qu'il y a des différents sens que moi je vois et que je veux transmettre, et eux ne les voyaient pas spécialement. Voilà. Et j'ai un peu peur de ça, en fait, dans une maison d'édition, c'est qu'on me retouche de trop. Qu'on me demande de retoucher de trop, peut-être. Parce que parfois mes poèmes sont pas très académiques, je le reconnais. Je suis pas le plus grand des poètes. J'avais d'ailleurs interrogé l'IA sur ce sujet-là, il y a quelques temps maintenant, c'était les débuts de l'IA, je crois. Enfin, le début de l'IA. Le début de l'IA remonte loin, mais... le début de l'IA remonte loin, mais le début, là, grand public, on dira, voilà. Et où je demandais mes poèmes étaient encore visibles, et je demandais à l'IA d'analyser mes poèmes et de me dire ce qu'ils valaient, en fait. Bon, sa réponse était plutôt marrante. Elle disait que mes poèmes étaient bien construits, qu'ils étaient très bien, mais qu'ils n'avaient pas non plus la hauteur et la valeur de poèmes de Baudelaire ou de Rimbaud. Bon, ouais, j'étais bien d'accord avec elle. J'avais pas de problème avec ça. Bon, voilà. Alors, bref, je vous le disais donc sur mon recueil, il y aura donc 108 poèmes classés en sections. Je vous en dis pas plus, mais qui représentent des années de travail, dont finalement plusieurs à ne pas savoir si tout ça tiendrait ensemble, parce que ça a été écrit au fil de l'eau, au fil d'un bout de vie, d'une tranche de vie. Je vous donne toujours pas le titre, parce que le titre conditionne le mot de passe qui redonne accès à tous les poèmes, et pour l'instant sur le site, j'ai pas opéré la modification intégrale, ça a été modifié dans le recueil en lui-même, mais sur le site, après, il faut bien sûr que je retransmette les poèmes au propre un par un. Et donc, bah voilà, bon, pour le titre, on en parlera plus tard. Je suis en train de bugger là-dessus, là. Passons à la suite. Donc, 108, c'est le chiffre que j'ai retenu. J'avais beaucoup plus de poèmes, mais j'en ai retenu 108. Je vous laisse... comprendre le sens caché derrière ça. Parce que c'est pas un chiffre que j'ai choisi au hasard. Et ceux d'entre vous qui fréquentent les traditions orientales l'auront peut-être reconnu. C'est le nombre des grains du mala, le chapelet bouddhiste et hindou. Et on l'a lu de mille manières. Les 108 passions à traverser, les 108 attachements, les 108 noms, la course du soleil dans le rapport de son diamètre à sa distance. Et peu importe au fond l'exégèse retenue. Ce qui compte, c'est la structure. 108, c'est, pour mon regard, c'est le nombre d'un parcours complet en fait. C'est un tour entier. On va pas feuilleter un mala. Moi, j'ai souvent médité. Vous connaissez mon parcours. J'ai traversé les temples bouddhistes et un petit peu hindouisme, mais beaucoup plus bouddhiste, notamment dans le zen japonais ou dans du bouddhisme tibétain. Et donc, j'ai souvent utilisé un mala pour ma concentration. Et on ne feuillette pas un mala. On le passe entre les doigts, grain par grain, dans l'ordre, jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai construit ce livre, en fait. Et c'est comme ça que je souhaite, ou souhaiterais,
qu'il soit lu. Et puis, il y a 7 sections. Je vous parlais tout à l'heure de l'organisation par section, et il y en a 7. 7, parce que c'est le nombre des étapes, des planètes, des métaux, des degrés. Parce que c'est le nombre aussi qu'on trouve partout où quelqu'un a essayé de décrire une transformation. Le livre, vous le verrez, pour ceux qui se le procureront, s'ouvre sur ce qui reste dehors et se referme sur ce qui a été franchi. Vous commencez à avoir une indication là du nom qu'il va porter. Et entre les deux, eh bien, il y a un passage. Et le titre, que peut-être vous commencez à deviner, eh bien, le dit assez clairement. Et c'est même à cela, au fond, que vous le reconnaîtrez. Personne ne peut franchir en fait cela à votre place, et personne ne peut non plus vous y accompagner. Allez, avec ce court moment là, je vous ai donné tous les éléments pour deviner le titre. Et puis pour ceux qui n'ont pas envie de chercher, ne cherchez surtout pas, il arrive très bientôt. Et abonnez-vous à la lettre d'actualité qui arrive uniquement une fois par mois, pas plus, et vos données sont absolument pas revendues, vous en doutez bien. Vous allez sur voixpoétique.com, vous allez trouver la lettre, je sais plus, il y a une fenêtre surgissante qui arrive en bas à gauche, je crois, tant sur mobile que sur un navigateur. Et inscrivez-vous, comme ça vous en serez informé en temps et en heure. Encore une fois, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc c'est pas sur les réseaux sociaux que vous vous tiendrez informé. Ou ici, en vous abonnant à ce podcast, bien sûr. Et j'ai traversé en fait une phase assez étrange, c'est cette phase de la relecture. Et cette phase, elle est bien plus troublante en fait que l'écriture. Je me suis rendu compte de ça. Parce que dans le fait d'écrire, il y a une certaine chaleur, il y a une forme d'urgence, parfois, sur certains poèmes. Ça vient et ça emporte à la fois. Alors que relire, c'est absolument froid. On se retrouve face à quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, mais c'est plus vraiment vous, en fait. On enlève un adjectif qu'on avait mis là par faiblesse. Il y a 4 ans. Pour combler un vide qu'on n'avait pas le courage de laisser béant. On rétablit un silence qu'on avait un peu trop bavardé peut-être. Et j'ai passé un bon mois entier uniquement sur la ponctuation. 1 mois. Et je le referai en plus. Et j'ai fait un choix que j'ai envie là, comme ça, de vous expliquer parce qu'il sera peut-être mal compris. J'ai décidé de l'éditer moi-même, je vous le disais tout à l'heure, en auto-édition. Mais une auto-édition que je veux réellement soigner. Peut-être un peu jusqu'à l'obsession. Je vois l'ouvrage dans ma tête, en fait. C'est peut-être ça le problème. Je le vois, je sais comment je veux qu'il soit. Et j'ai vraiment peur que son rendu ne soit pas le même, en fait. Mais bon, j'ai décidé de l'éditer moi-même. Et je fais pas ça par dépit. C'est pas non plus, comme vous pourriez peut-être l'entendre, une forme de solution de repli de celui qui n'a pas trouvé sa maison d'édition, puisque je m'en suis largement expliqué avant. Mais c'est une décision qui découle directement de tout ce que je viens de vous dire, en fait, pendant 1 heure. Et il y a une cohérence là-dedans. J'ai passé 2 ans à vous parler de gens qui ont refusé les formats qu'on leur proposait. Blake gravait et imprimait ses propres livres, à la main, un par un, avec sa femme, parce que aucun éditeur ne voulait de ses visions et parce qu'il tenait à ce que le texte et l'image naissent du même geste. Cacio, encore lui, a vu son message retrouvé diffusé par un cercle minuscule pendant des décennies. Dickinson a cousu elle-même ses fascicules et les a laissés dans un tiroir qu'on a retrouvé après sa mort. On a retrouvé des milliers de poèmes après sa mort. N'allez pas croire dans ce que je dis là que je me compare à eux, hein, entendons-nous bien. Je vous rappelle que l'IA m'a dit que j'écrivais bien,
que c'était très bien, mais que je n'avais pas la valeur d'un Baudelaire ou d'un Rimbaud. Mais je dis, Elia a toujours raison aujourd'hui, hein. Mais je dis seulement, en fait, que dans ma démarche, il y a une logique, et que je m'y tiens. Un livre, c'est un objet. C'est pas un contenu, c'est pas un fichier, c'est pas un produit qu'on va aller placer dans un catalogue. C'est un objet qu'on tient, dont on peut tourner les pages, qui a un poids, qui a une odeur, qui a une manière particulière peut-être de s'ouvrir. Et un livre de poésie, peut-être plus encore que d'autres livres. Le blanc autour du poème, c'est pas du vide, c'est une partie du poème. Le choix du papier engage la lecture. Une marge trop étroite étrangle un vers. Je veux pouvoir décider de tout cela. Je veux pouvoir dire un non à une couverture qui ne viendrait pas résonner comme je l'entends, en fait. Je veux que ce livre ressemble à ce qu'il est. Et pas à ce qui se vend. Et donc, cela me coûtera du temps, sans doute pas d'argent de ce que j'ai compris du process, mais surtout pas mal de nuits longues, pas blanches, mais longues en tout cas. Et c'est parfait. Et en fait, il paraîtra quand il sera juste de paraître, et pas avant, même si je me suis malheureusement peut-être un peu trop engagé parfois dans certains épisodes à vous dire que la publication était imminente. Bon, là, j'ai envie de vous redire qu'elle va l'être, mais voilà, bon, attendons le temps juste. Et puis, je voudrais terminer cet épisode en disant merci, et je voudrais surtout le faire correctement, sans formule creuse, qui termine un peu tous les épisodes anniversaires du monde. Donc je voudrais bien sûr commencer par remercier ceux qui m'écrivent, parce que vous êtes plus nombreux qu'on ne l'imagine. Et vos messages sont vraiment d'une qualité qui me sidère encore presque à chaque fois. Et ils m'apprennent énormément, en fait, tous vos messages. Parce qu'il peut y avoir cet homme qui écoute l'épisode sur le deuil, par exemple, après la mort d'un de ses proches, témoignage que j'ai trouvé assez touchant d'ailleurs. Il y a cette lycéenne qui m'a écrit qu'elle avait lu Mallarmé à cause de moi. C'était assez marrant, cette formule m'a fait sourire, et qu'elle n'avait absolument rien compris à ce qu'il écrivait, mais que ça lui avait plu quand même. Et je pense que c'est ce que je lui ai répondu, je pense que c'est exactement la bonne façon, en fait, de commencer avec Mallarmé. Et puis, il y a un autre témoignage qui aussi m'avait fait beaucoup sourire, et je me rappelle bien, c'était il était chauffeur routier, et il m'expliquait, en fait, suite à un épisode sur la nature humaine, que, donc c'était sur la solitude d'ailleurs, que la nuit, sur l'autoroute, quand il conduisait, eh bien, il m'a dit que la solitude, depuis l'écoute de cet épisode, en fait, ne lui pesait plus de la même manière, en fait. Et ces messages-là, eh bien, on ne les compte pas dans les statistiques, parce que ce sont eux qui font le travail sur vous, mais qui font aussi le travail sur moi, en fait. Je vais remercier aussi également ceux qui n'écrivent jamais, parce que, il faut le dire, vous êtes l'immense majorité, mais vous êtes pour moi, en fait, tout aussi présents. Et on m'a souvent dit qu'il fallait faire des appels à l'action en demandant des avis, réclamer des partages, entretenir la communauté, notre communauté, et je n'en ai absolument rien fait, et je continuerai à ne rien faire. C'est pour ça que j'ai pas de réseaux sociaux, entre autres, et parce que vous n'êtes pas une communauté. Vous êtes 10 000 personnes qui ne se connaissent pas, et qui ont chacune de son côté, en fait, une même fin. Et j'ai la même fin que vous, je fais partie de ces 10 000 personnes. Et enfin, merci aussi à ceux qui écoutent en étant en désaccord. Et il y en a, je le sais, puisque j'ai pu échanger avec certains, et j'ai toujours estimé ça comme une chance, en fait.
Ceux qui trouvent que je vais trop loin dans une forme spirituelle, en fait, de la poésie, ou d'autres, d'ailleurs, qui trouvent que je n'y vais peut-être pas assez, que je développe pas assez, que je suis pas assez clair dans mes explications. Il y en a que la gnose, ou le bouddhisme japonais, qui sont mes deux marottes, en termes spirituels, dirons-nous, eh bien, les agacent parce qu'ils sont sur autre chose. Et n'arrivent pas à faire la connexion avec leur propre tradition, en connectant la mienne avec la leur, et pourtant tout s'interconnecte, bien sûr. Ceux qui, préfèrent que je parle simplement de mes poèmes, ou des poèmes, et qui décrochent quand je pars vers l'alchimie, par exemple, eh ben, vous, en fait, vous m'empêchez de m'installer. Et un homme qui s'installe cesse d'écrire. Ce qui vient maintenant. Les portraits continuent, et j'ai une liste longue comme le bras que je regarde certains soirs, comme on regarde un peu une sorte de carte. Hildegard de Bingen, qui composait, écrivait, soignait et voyait, et dont on n'a pas fini de mesurer en fait toute son ampleur. Silesius, Angelus Silesius, et ses disciples, qui tiennent en 2 lignes des théologies entières. Il y a Novalis, il y a Hölderlin aussi également, que je repousse depuis un moment, et qui est toujours au loin dans sa tour à Tübingen, jusqu'à temps que je décide de le sortir. Hafez et Rumi, particulièrement ce dernier, aussi que je repousse tant le monument est immense, mais Rumi est tellement magnifique en fait, et la voix poétique, croyez-moi bien, et je crois que vous l'avez compris déjà avec tous les chemins que je prends, n'est pas que européenne ou occidentale, bien loin de là même. Il y a Kabir, le tisserand, il y a Jacotet qui a passé sa vie à essayer de ne rien ajouter au monde. Et puis il y a les fragments, qui sont maintenant ma forme majeure de transmission, puisque je n'explique plus mes poèmes. Et les fragments, donc, vont continuer. Et ce sont maintenant eux qui me tiennent le plus à cœur. Vous les trouverez jamais par écrit, ils ne seront qu'en audio. Alors moi, je les ai en écrit de mon côté, mais je les diffuse pas en écrit. Puis je pourrais pas, parce qu'il y a des petites improvisations aussi à droite et à gauche, et que du coup, j'écris pas. Et j'ai déjà plusieurs épisodes en réserve, mais qu'il faut que je peaufine. Certains sont vraiment à l'état que d'ébauche. Il y a un épisode sur la voix d'un absent, sur les escaliers que j'adore particulièrement depuis que je suis tout gamin, sur une graine, sur la montagne à l'horizon, sur 3h du matin. Un épisode que j'ai écrit, partiellement écrit, il va falloir que je retrouve un autre créneau à 3h du matin pour écrire la suite, mais voilà, que j'ai écrit dans un moment d'insomnie. Et puis il y a donc le recueil, ces 108 poèmes, dont on a un petit peu parlé là, et qui à un moment de cet automne cesseront définitivement de m'appartenir. J'ai peut-être pas envie de les quitter, en fait. C'est peut-être pour ça que je vous les livre pas. Allez savoir. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà, je pense, beaucoup trop parlé, et parce que il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, à mon sens, dans un épisode comme celui-ci, c'est la conclusion trop belle. Alors, je voudrais juste dire ceci en complément. Quand j'ai enregistré le premier épisode, il y a maintenant bientôt 2 ans, comme je vous le disais, dans cette pièce que je vous décrivais trop grande, j'ai dit une phrase que j'avais préparée et qui me semblait terriblement présomptueuse à l'époque. J'ai failli même la couper au montage, et je l'ai laissée par une forme de lâcheté, parce qu'il était déjà tard et que je n'avais absolument plus le courage de recommencer une énième fois. Et j'avais dit, je me rappelle encore, que si un seul d'entre vous, en écoutant mon épisode, se sent un peu moins prisonnier, alors ce podcast aura été utile. Je trouvais que c'était beaucoup trop, en fait. Et je le trouve toujours. Mais par contre, je trouve plus cette affirmation fausse. 10 003. 10 003, c'est pas une victoire. D'ailleurs, j'ai le compteur sous mes yeux, on est maintenant à 10 008, très précisément. Voilà, donc les 10 003 sont passés maintenant. Et
c'est pas une victoire, c'est pas un succès, loin de là, et c'est pas non plus une audience, mais c'est une chose à mes yeux beaucoup plus simple et étrange à la fois. 10 003 fois, quelqu'un a choisi le silence plutôt que le bruit. 40 minutes de sa vie environ, une par une. Le monde va continuer à voter ses lois au mois d'août, ses lois d'exclusion, ses lois de surveillance, ses lois d'encadrement. Et nous, nous allons continuer à lire des poèmes. Et ça, c'est pas rien. C'est même très grand. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.